salée, elle est imbuvable. Les habitants sont obligés de venir chercher de l'eau jusqu'ici. L'eau du robinet n'est pas propre, elle donne la diarrhée à mes enfants. Les Israéliens, eux, utilisent de l'eau potable pour laver leurs voitures et remplir leurs piscines. Ça ne peut pas continuer comme ça. On veut de l'eau potable, c'est notre terre après tout. Ici, aux portes du désert, toute la vie est conditionnée par la présence de l'eau. C'est jour de noces dans cette petite ville de Cisjordanie. Avant que les jeunes mariés ne se retirent dans leur chambre, on procède au traditionnel rituel de l'eau. Puissent-ils ne jamais manquer d'eau, eux et toute leur maisonnée. En cette période trouble de guerre, les gens se rapprochent plus les uns des autres. C'est un miracle qu'ils aient encore l'occasion de faire la fête. Pour finir, ils boivent tous deux à la même cruche qui scelle symboliquement leur union. En Palestine aussi, casser la vaisselle porte bonheur. Un coup d'œil sur le pays montre la gravité de la situation. Dans les territoires occupés, 130 localités n'ont pas encore l'eau courante. Mustafa Kassim a vendu son troupeau pour s'acheter un tracteur. Quand les routes ne sont pas bloquées par les chars israéliens, il s'en sert pour aller chercher de l'eau dans les villages voisins. C'est ce qui lui permet de faire vivre sa famille. La citerne contient 3 mètres cubes et demi qu'il revend 40 shekels, environ 10 €. Mieux vaut ne pas imaginer ce qui se passerait si la source à laquelle il s'approvisionne et qui fait vivre plusieurs villages des alentours venait à se tarir. Ce serait une catastrophe. Malgré la dureté de la situation, pour Mustafa, le commerce passe avant tout. Ceux qui ne peuvent pas payer ne sont pas servis. Mais comme tout le monde a absolument besoin d'eau, ils paient, même s'ils doivent emprunter aux voisins. Ici, les hommes sont pratiquement tous chômeurs. Avant, ils avaient des laissez-passer qui leur permettaient de travailler comme journaliers de l'autre côté, en Israël. Mais ce temps-là est fini. Le porte-parole du village, Shubram Kadouch. On ne manque pas de main-d'œuvre. Si on avait de l'argent, on pourrait installer des canalisations au niveau de la source et construire une grosse citerne. Mais ça coûte trop cher. Ici, il n'y a qu'une centaine de maisons et aucune n'a l'eau courante. Avec 35 000 $, on pourrait régler le problème. Mais on ne les a pas. En été, les citernes sont vides. Elles ne suffisent pas pour les habitants, et encore moins pour le bétail. Le vieux Mohamed ne possède que quelques bêtes. Je suis obligé d'acheter l'eau très chère à la citerne parce que les Israéliens nous empêchent de creuser des puits. Par contre, les colons là-bas ont autant d'eau qu'ils veulent. Ils creusent partout et pompent toute l'eau du sol. Des canalisations d'eau au pied d'une colline calcaire. À l'aridité des villages palestiniens s'oppose une végétation luxuriante dans les 130 implantations situées pour la plupart sur des hauteurs. Plus de 150 000 Israéliens, pour beaucoup immigrés d'Europe de l'Est et des États-Unis, vivent dans les fameuses colonies de Cisjordanie et ils continuent d'affluer. L'État prend en charge l'entretien des routes, l'approvisionnement en eau et en électricité, et il accorde aux colons des crédits avantageux. Pourtant,
Pourtant, beaucoup de ces implantations sont illégales, même au regard du droit israélien. Mais ce qui prévaut ici, c'est le droit du plus fort. Shiloh attire surtout des juifs très orthodoxes. Déjà lieu saint à l'époque biblique, il abritait l'Arche d'Alliance vers 1200 avant Jésus-Christ. Beaucoup d'immigrés pauvres réalisent ici leurs rêves, posséder un toit en terre promise, sous un ciel toujours bleu. Ils n'ont aucun contact avec les Palestiniens, bien qu'ils traversent chaque jour leur terre. Mais ils se considèrent chez eux. Nous pensons que cette terre nous appartient depuis les temps les plus reculés. C'est écrit dans la Bible. Cette région, jusqu'à Hébron, c'était le pays de Juda, la terre natale de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. This is the area where our ancient fathers and mothers lived here. Abraham, Yitzhak, Yaakov. This was the place. À l'école de la colonie, les enfants apprennent très tôt à brandir le drapeau israélien. Ça fait partie de l'éducation patriotique. Et ils chantent une chanson des soldats de la guerre de 1948. Grâce au combat, nous serons libres. Ce combat suit à la lettre une formule biblique. Œil pour œil, dent pour dent. Les ruines de Ramallah sont là pour en témoigner. Le siège du gouvernement d'Arafat a été rasé par les chars israéliens pour venger les attentats suicides perpétrés par les terroristes palestiniens. Une pratique courante dans ce pays en souffrance. Sa direction s'est barricadée, incapable de faire quoi que ce soit pour son peuple, sinon d'attendre des jours meilleurs. Là-bas, vous voyez, il y a le réservoir d'eau de Ramallah. Il contient 15 000 mètres cubes. Abdelkalek Karmi, chef du service des eaux palestiniens, nous emmène sur le toit de sa maison. Quand les chars israéliens ont occupé Ramallah et que le couvre-feu a été instauré, il recevait les images du réservoir directement chez lui. C'était le seul moyen pour superviser l'approvisionnement en eau de la ville. Ingénieur de formation, il a suivi des études d'informatique aux États-Unis. Après le traité de paix d'Oslo de 1993, il est rentré en Palestine avec sa famille. Aujourd'hui, il regrette sa décision, car l'ère de prospérité annoncée par Arafat n'aura duré que 7 ans en tout et pour tout. Un jour, nous sommes allés à la station pour réparer un problème technique. Nous voulions savoir pourquoi les pompes s'arrêtaient toutes les 2 heures. Voici le rapport. Nous sommes dans la salle des ordinateurs, la porte a été forcée, et là, c'est l'ordinateur. Et un jour, Abdelkalek découvre que l'ordinateur central est touché par un obus. Il fallait absolument aller sur place si on ne voulait pas que la ville soit privée d'eau. On est allé chercher un laissez-passer pour se rendre au réservoir. Mais on était à peine arrivé qu'un char nous arrête et commence à braquer son canon sur nous. On est resté figé, sans bouger, ça a duré peut-être 2 minutes, et puis ils ont tiré. Je n'ai plus rien senti, je croyais que j'étais mort. Ils avaient peut-être tiré au-dessus de nous, ou alors ils nous avaient manqué. On était à une centaine de mètres, et on voyait la bouche luisante du canon. Mon collègue était aussi paralysé que moi. Il a ouvert sa chemise pour voir s'il était touché. On croyait qu'il nous avait abattus. Nous sommes ici à l'extrême nord d'Israël, au pied du mont Hermon, là où jaillissent les rivières qui formeront le Jourdain. C'est un éternel printemps. La végétation y est luxuriante. À l'époque biblique déjà, cette région était une terre privilégiée grâce à la présence de l'eau. Le week-end, les amateurs de sensations fortes descendent le Jourdain en canot pneumatique,
du rafting sur les traces du prophète. Mais peu d'Israéliens savent que quelques semaines plus tard, c'est la même eau qui sortira des canalisations de Tel Aviv et de Jérusalem. La deuxième ressource en eau d'Israël, le Yarmouk, vient de Syrie et de Jordanie. Pendant la guerre des 6 jours, les Israéliens ont bombardé les barrages et les ponts. Mais après la victoire, ils ont injecté une partie du fleuve dans leur propre réseau d'approvisionnement. La frontière qui longe le Yarmouk est aujourd'hui l'une des mieux gardées du monde. En dépit du traité de paix signé en 1994 avec la Jordanie, soldats et mitrailleuses sont omniprésentes. Il s'agit moins de garantir la sécurité du pays et de ses habitants que du contrôle de l'eau. Toutes les heures, une voiture de l'armée patrouille et gratte le sol pour s'assurer qu'aucun véhicule ne se risque dans les parages. En 1967, les blindés des pays arabes voisins se sont déployés ici. De son côté, Nasser, le président égyptien, bloquait l'accès à la mer Rouge afin de couper l'eau aux Israéliens. Mais ceux-ci lancent une contre-attaque, dans le sud contre les Égyptiens, mais aussi au nord contre les Syriens. En peu de temps, ils occupent les hauteurs du Golan et mettent la main sur sa plus précieuse ressource, l'eau. Ce fut l'une des plus importantes batailles de blindés de l'histoire. 40 000 Syriens partent en exode. Israël sort vainqueur. Aujourd'hui, ce garde posté au bord du Yarmouk protège la frontière, mais aussi quelques 125 000 colons venus s'installer ici après la guerre pour cultiver les champs laissés derrière eux par les Syriens. Ces terres, ils les exploitent en pratiquant un arrosage intensif. S'ils travaillaient la terre au départ dans un esprit communautaire, les kibbutzniks se sont adaptés aux règles du marché. Ce qui prime aujourd'hui, c'est le rendement et le profit. Et l'eau est un précieux atout. C'est ainsi que l'agriculture israélienne consomme les 2 tiers des réserves d'eau. Grâce à l'arrosage intensif, le pays connaît un véritable boom. Tout pousse ici, le seigle et le blé, les légumes et le coton, les oranges, les bananes, les mangues et les pamplemousses. Le gouvernement fournit à l'agriculture de l'eau en dessous de son prix réel. Dans ces conditions, qui s'étonne du gaspillage ? Ron Jacob, du kibbutz Kinneret. On arrose en ce moment un champ de fourrage. Il faut qu'il pousse vite et qu'on le coupe dans les 2 mois, parce qu'on a besoin de la place pour planter une bananeraie. On voudrait qu'elle soit rentable dans les 2 ans. Grâce à l'arrosage intensif ? Oui, ici l'eau fait des miracles. En 60 jours. Fondé en 1913, Kinneret est le 2e plus ancien kibbutz d'Israël. Il possède 450 hectares, dont 1/10 est planté de bananiers, des plantes particulièrement gourmandes en eau. Pour se développer, un régime a besoin de plus de 300 litres d'eau. La Cour des comptes israélienne a critiqué ce gaspillage. D'autant que si l'exploitation devait payer l'eau à son tarif normal, ce ne serait plus rentable. Ici, dans la vallée du Jourdain, l'État va mettre à notre disposition d'autres ressources. Par exemple, de l'eau recyclée, très bonne pour arroser les champs. Parce qu'à la longue, l'eau du Jourdain devient trop chère. Grâce aux techniques nouvelles comme l'arrosage au goutte à goutte, on pourrait réduire d'1/3 la consommation en eau dans les champs, c'est-à-dire d'environ 200 millions de mètres cubes. Plus que ce dont disposent les Palestiniens de Cisjordanie. Si les pastèques ont poussé si vite, c'est également grâce à un gros apport en eau.
le marché impose de faire des récoltes le plus vite possible. Les premiers à vendre leurs produits sont ceux qui en tirent le meilleur prix. Pendant ce temps, de l'autre côté des collines, les champs des Palestiniens souffrent du manque d'eau. Le Haut-Jourdain, son débit est élevé. Il fournit chaque année plus de 600 millions de mètres cubes d'eau au lac de Tibériade, un tiers de la consommation israélienne. Autrefois, Jésus a prêché sur les bords de ce lac d'eau douce, le plus bas au-dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui, comme à l'époque de la Bible, il est très poissonneux. Il n'est guère besoin de rappeler l'histoire de Pierre et de sa pêche miraculeuse. Mais ce vivier unique est menacé depuis peu par une mutation biologique. Un processus qui ferait courir un risque sérieux à l'approvisionnement en eau d'Israël. Comme chaque matin, le pêcheur Yair Froelich quitte le port de Capharnaüm. Avant, il rentrait les filets chargés de Saint-Pierre, un poisson qui est la spécialité des restaurants des bords du lac. Mais depuis quelque temps déjà, un véritable fléau inquiète les pêcheurs et le service des eaux. Ils voient se développer des bancs de sardines de plus en plus importants qui font courir un danger mortel au Saint-Pierre, garant de la pureté des eaux du lac. Ce matin, Yair Froelich a localisé au radar un banc de sardines. Il jette ses filets. Pour chaque prise, la Société nationale des eaux Mekorot lui paie une prime importante. Son métier, Froelich l'a appris de son père, venu d'Autriche après la Deuxième Guerre. Froelich ne s'explique pas la situation. Je ne sais pas pourquoi les sardines prolifèrent comme ça. Elles prennent la nourriture des Saint-Pierre qui ont de moins en moins de choses à manger. Le problème, c'est que le Saint-Pierre contribuait à ce que les eaux du lac restent pures. Le service des eaux m'a donc chargé de pêcher chaque année 600 à 800 tonnes de sardines. Il y a quelques années, on a eu une vague de froid et c'est à partir de là que le problème s'est posé. Ce que j'en fais de ces 600 à 800 tonnes de sardines, je les jette à la décharge. Qui peut bien manger toutes ces sardines? Je fais ça depuis plusieurs années et le gouvernement me paie pour ça. Non loin de Capharnaüm se trouve l'écluse de Sapir. Depuis 35 ans, un immense réseau de canalisation part d'ici et traverse la montagne. C'est un peu l'artère vitale d'Israël. L'énorme porte en acier s'ouvre comme par enchantement. Nous pénétrons grâce à ce tunnel dans les profondeurs de la montagne. Il est difficile d'obtenir l'autorisation de filmer ici. Impératif de sécurité. Des soldats en armes gardent la station de pompage, le cœur de l'alimentation en eau israélienne. Si un attentat se produisait ici, la moitié du pays se retrouverait sans eau. Les turbines pompent environ 400 millions de mètres cubes par an, qui iront irriguer la plaine côtière. Après ça, il ne reste plus grand-chose pour les Syriens et les Jordaniens. Peut-on vraiment envisager la paix tant que l'eau sera répartie de façon si peu équitable? Of course. לעולים החדשים
La consommation d'eau est en constante augmentation. Nous ne pouvons pas nous permettre d'agir à la légère alors qu'il s'agit d'une ressource rare et précieuse. Il faut tout d'abord repenser l'agriculture qui continue à absorber 2/3 de l'eau. On peut aider les agriculteurs en recyclant et en réutilisant les eaux usées. L'État doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les champs ne soient plus arrosés qu'avec de l'eau recyclée ou de l'eau saumâtre. L'eau potable doit être réservée à l'usage domestique. Si on fait des économies dans tous les domaines, il n'y aura pas de guerre à cause de l'eau. Israël et les territoires palestiniens. L'eau n'y abonde que dans le nord, riche en précipitations. Puis le Haut-Jourdain alimente le lac de Tibériade. À partir de là, un réseau de canaux irrigue toute la plaine côtière et relie Tel Aviv et Jérusalem. Partant de la station de pompage de Sapir, un canal de 16 km mène au réservoir d'Eshkol. Les Israéliens ont travaillé pendant des années pour construire ce réseau hydraulique. C'est l'une des réalisations majeures de cet État. 120 lacs artificiels comme celui-ci retiennent les abondantes précipitations de l'hiver en prévision de la sécheresse de l'été. Quant à la répartition de ces trésors, elle est confiée aux responsables du service des eaux. Nous lui demandons s'il n'est pas enfin temps qu'Israël conclue un arrangement avec les Palestiniens. Quel arrangement voulez-vous trouver? Vous ne pouvez pas demander à Israël de renoncer à des réserves en eau qui garantissent son existence nationale. Ce ne serait pas un arrangement. La seule chose à faire, c'est de produire plus d'eau pour toute la région. Là-dessus, on peut discuter. Dans ce domaine, les pays riches occidentaux pourraient agir en construisant des stations de dessalement d'eau de mer pour les Palestiniens. Ça leur permettrait de produire de l'eau au bord de la Méditerranée et de l'utiliser pour leur propre usage. Mais Israël ne mettra pas son existence en danger en répartissant différemment les réserves d'eau dans la région. Alors quel espoir pour la Palestine? Les habitants de Cisjordanie devront-ils se soumettre éternellement à la loi du plus fort, celle de l'armée israélienne? L'été, quand on circule dans la région, on croise partout des vendeurs sur le bas-côté de la route. Ces paysans n'ont pas d'autre moyen pour écouler leur production. De nombreux débouchés leur sont interdits par les Israéliens. La cagette de melon, Mohamed Assad la vend 15 shekels, 4 €, et il doit faire vivre toute une famille avec ça. Ici, on ne peut faire qu'une seule récolte, parce qu'on dépend de la pluie. Avant qu'Israël occupe la Cisjordanie, on faisait 2, 3 récoltes, parce qu'on pouvait irriguer les champs. Aujourd'hui, on est complètement à sec. Son voisin, Abou Bakr, est en train de faire la cueillette des concombres. 200 familles vivent du produit de ces champs. Mais à l'approche de l'été, le sol commence déjà à se dessécher. Des crevasses larges comme la main apparaissent. Abou Bakr aurait bien une solution si on le laissait faire. Ces champs se trouvent sur des terres bibliques, au puits de Joseph. Un moteur diesel pompe à près de 25 mètres une eau de qualité médiocre. Les Israéliens l'ont autorisé à le faire. Ils stockent l'eau dans un bassin artificiel. Mais chaque année en juillet, le puits se tarit. On avait ici un puits très profond qui était reconnu par l'ancien droit jordanien. Mais les soldats israéliens l'ont bouché. Vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on n'a plus assez d'eau. Les anciens droits ne sont plus respectés. Depuis la guerre de 1967, on nous a interdit de creuser des puits. On ne peut compter que sur la pluie, mais il n'y en a qu'en hiver. Ce que j'ai le droit de pomper ici ne suffit que pour 3 mois. Pour moi, c'est une perte de 30 000 shekels. Environ 8 000 €.
Sead et son frère Ahmed n'ont jamais connu autre chose. Ici, l'eau a toujours manqué. Ils vont chercher la ration de la semaine, puisée loin de chez eux avec une carriole tirée par un âne. Dès l'enfance, ils apprennent qu'en pays occupé, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Ces dernières années, la ville de Naplouse a surmonté son insuffisance chronique en eau grâce à l'aide étrangère. 200 000 personnes vivent dans cette agglomération. En plein été, il fallait rationner l'eau. Chaque habitant recevait 20 litres par jour. Comment faire tourner un commerce dans ces conditions? Le réseau de canalisation de Naplouse était vétuste et l'administration militaire israélienne ne débloquait pas d'argent pour le moderniser. Des ingénieurs allemands et des gens de l'aide au développement sont alors venus rénover le réseau. À nouveau, l'eau a jailli des fontaines bibliques. Ces images ont été tournées il y a 4 ans. Mais voici la situation actuelle. Les robinets sont inutilisables. Les bassins encombrés de détritus. Beaucoup de fontaines sont devenues de véritables cloaques. Les gens venaient ici laver leur voiture et faire boire leurs bêtes. Mais quand la pression de l'eau a commencé à baisser en ville, les autorités ont fait condamner les robinets. Autrefois, les souks de Naplouse ne désemplissaient pas. Aujourd'hui, beaucoup de commerces sont fermés et les marchands font grise mine. Partout, les murs arborent les affiches à la gloire des auteurs d'attentats suicides. On considère ici qu'ils ont lutté pour une cause juste. L'état d'exception règne sur la ville. Les incessantes opérations de l'armée israélienne ont laissé des traces. Tout est délabré, l'argent manque. On ne peut rien remettre en état. Ce qui fait que la station hydraulique de la vieille ville de Naplouse ne peut plus, et depuis longtemps, assurer la distribution en eau. Pourtant, l'eau y est excellente. Le directeur de la station de pompage nous en fait la preuve. Le problème, c'est qu'on est en guerre et qu'on ne peut pas garantir l'approvisionnement en eau. Récemment, des soldats israéliens nous ont arrêtés devant la station de pompage. Ils nous ont fait descendre de voiture, posé les mains sur le toit, ils nous ont fouillés et pris nos papiers. Pour finir, ils ont dit « Ok, il y en a 2 qui viennent avec nous. » On était 6 et on venait de finir notre travail. Ils m'ont emmené, m'ont passé les menottes et bandé les yeux. Ils nous ont poussés dans une voiture blindée et nous ont conduits en prison. And they put us on the tank and they took us to Offer prison. There we were after sitting on the ground for 2 hours. Là, on est resté 2 heures assis par terre, menottés et les yeux bandés. Après ça, des agents de la sécurité sont venus nous interroger. On est resté enfermés pendant 18 jours, sans aucun motif. Quand on leur demandait pourquoi ils nous gardaient en prison, alors qu'il n'y avait aucun mandat d'arrêt, on n'avait rien fait d'autre que notre travail. La réparation de la station hydraulique avait été autorisée par l'armée. Nos papiers étaient là depuis 5 jours. Ils rigolaient en disant « Ce sont les ordres. Vous restez en prison. » En dépit des difficultés, les travaux de construction d'un canal se poursuivent aux abords de Ramallah. Après les accords d'Oslo en 1993, de beaux immeubles d'habitation ont vu le jour. C'était le signe d'un début de prospérité. Un réseau destiné à recueillir les eaux usées a également été planifié et accordé avec l'aide allemande. La première station d'épuration de Palestine, une réalisation modèle exemplaire.
Pourtant, Munif Streich, le responsable du projet, est aussi désemparé que son collègue allemand, Ernst Döring. Ici, la station a commencé depuis longtemps à collecter les eaux usées d'El Bireh et de Ramallah. Les Allemands ont planifié un projet analogue pour Naplouse, mais c'était sans compter avec les chicaneries de l'armée israélienne. We want to use this water for irrigation. That was the original plan. On voudrait fournir de l'eau traitée aux paysans qui sont là-bas. Mais pour cela, il faut construire un canal pour amener l'eau à 5 km dans une coopérative palestinienne. Ça permettrait aux cultivateurs d'irriguer leurs champs et d'améliorer les récoltes. On a reçu depuis longtemps l'autorisation du service des eaux israélo-palestinien. Mais ça fait 6 mois qu'on attend l'autorisation de l'armée pour commencer les travaux. Tout d'un coup, ils ont décrété que derrière cette clôture, il y avait une zone de sécurité et qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Tout dépend donc de l'autorisation des militaires. Alors, on attend. Ils ne peuvent même pas se débarrasser des bouts de décantation. Voilà ce qu'il advient d'un projet prestigieux, inauguré en son temps par le président allemand Rau en personne. Mais cela n'empêche pas les colons israéliens installés sur la colline de déverser leurs eaux usées dans la station d'épuration. Et quand le drain est bouché, les Allemands peuvent intervenir sans le moindre problème. C'est ça le quotidien en Palestine. Le reste du monde a fini par comprendre que le manque d'eau pouvait entraver la paix au Proche-Orient. D'ailleurs, les bonnes volontés ne manquent pas. Près d'Hébron, les Américains creusent pour les Palestiniens des puits financés par USAID. Le service des eaux a déposé une demande auprès des Israéliens pour une douzaine de forages. 4 seulement seront autorisés après force négociation. Les Américains ont confié ce contrat d'une valeur de 4 millions de dollars à une société jordanienne qui dispose d'un savoir-faire suffisant. Depuis des semaines, la tige de forage s'acharne contre la pierre dure. Le géologue palestinien et le chef de chantier jordanien sont inquiets. Ils sont à 800 mètres de profondeur et il n'y a toujours pas d'eau. Enfin, ils arrivent au bout de leur peine. Un liquide blanc jaillit du forage, de l'eau mélangée à des corps gras. On apprendra plus tard qu'avec 80 mètres cubes à l'heure, le débit est trop faible pour un forage aussi coûteux. Le double aurait été nécessaire. Les Allemands, avec leur projet, ont eu plus de chance. À Naplouse, la GTZ a creusé 2 puits qui ont un bon rendement. Ils alimentent 95 000 personnes en eau potable. Mais l'aide au développement se heurte à de nombreux obstacles et beaucoup de projets ont été arrêtés à cause de la deuxième intifada. Si tout le monde accepte l'idée qu'il faut répartir différemment les réserves en eau sur la base d'une plus grande justice, il faudra bien que les Israéliens acceptent de travailler avec nous. C'est tout de même injuste que les colons israéliens gaspillent autant d'eau qu'ils veulent alors qu'on est privé d'eau. Les hommes sont partout égaux en droit. Imaginez un peu ce qui se passera dans les prochaines années quand un État palestinien sera proclamé et que des centaines de milliers de réfugiés rentreront de Jordanie et du Liban. Le manque d'eau sera encore plus flagrant et on ira au-devant de très gros problèmes. La population souffre quotidiennement du manque d'eau parce que les Israéliens ne respectent pas les accords. Je ne sais vraiment pas ce qui se passera si les réfugiés rentrent un jour au pays. Au pied du mont de Judée, Ein Gedi, une merveille de la nature, une source en plein désert et des bains d'un genre particulier.
En temps de paix, Ein Gedi fournit une précieuse manne au kibbutz situé à proximité. La boue de la mer Morte, riche en minéraux, est réputée excellente pour la peau et le tissu conjonctif. Quelques kilomètres plus au sud, à Ein Bokek, on a l'impression de voir apparaître un mirage. Des hôtels de luxe dotés d'immenses piscines d'eau douce. Pourtant, les clients sont rares. L'hôtel Hayat, avec ses 17 étages et ses 600 chambres, ressemble à une oasis un peu fantomatique. Le hall de réception, un vaste décor de marbre, de verrières et de palmiers. Des ruisseaux artificiels s'écoulent dans de petits lacs. Le marbre vient de Carrare, la robinetterie de France. Les clients fortunés peuvent venir apprécier le désert en se prélassant au frais. La directrice nous fait visiter une suite à $800 la nuit. Comme toutes les chambres, elle est équipée d'une grande baignoire avec douche et jacuzzi. Et nulle part, on recommande de ne pas gaspiller l'eau si précieuse. À El Aroub, l'un des 18 camps de réfugiés, des milliers de personnes vivent autour d'un seul point d'eau. Il appartient au service des eaux israélien, Mekorot, qui fait d'ailleurs payer le prix fort. Le robinet est débloqué le matin et le soir pendant 1 heure. Souvent, le maire Abou Kiran se déplace en personne pour enjoindre les gens à économiser l'eau. نظم الامور كويس، خلوش المية تصير على الارض صار حرام، احنا بنعاني من نقص مية وبصيرش المية تروح على الارض، دائما بنتلي السفن، نكر الحنفية ونحط الصف الثاني احسن، خلوش المية تروح خسارة. ايوه كويس. 7000 personnes vivent dans ce camp dans le plus grand dénuement. Les plus âgés ont fui les combats de Hébron pendant la guerre de 1948 et ont vécu des années sous la tente. Aujourd'hui, ils vivent entassés ici, sans eau courante, sans canalisation, ni station d'épuration. On voit ici à quel point l'eau peut maintenir tout un peuple en état de dépendance. J'ai 5 enfants, et quand il fait chaud, je les passerai bien sous la douche. Mais on a seulement de quoi prendre une douche par semaine. Vous imaginez dans quel état ils sont, les gamins. Le moindre seau d'eau nous coûte cher, et elle n'est même pas propre. J'ai des amibes depuis longtemps, et mes enfants aussi. Récemment, on est tous allés à Hébron pour protester auprès du service des eaux. Mais tout ce qu'ils nous répondent, c'est... Mohamed Aboudeh est instituteur. Depuis des années, il n'a pas d'eau courante. Pourtant, chaque matin, il va tourner le robinet dans l'espoir qu'il remarche un jour ou l'autre. Son voisin Rabet n'est pas logé à meilleure enseigne. Il se sert d'un branc en plastique pour faire ses ablutions avant la prière. Aux alentours d'Hébron, des dizaines de milliers de personnes vivent sans eau courante. Une bouche d'incendie du service des eaux israélien sert à remplir la citerne. À chaque fois que la pression baisse sur le réseau, on voit réapparaître le camion citerne. Il livre gratuitement à domicile pour 160 shekels la citerne, c'est-à-dire une quarantaine d'euros. À l'époque de l'administration militaire israélienne, le réseau de canalisation était déjà vétuste. Les autorités palestiniennes n'y ont rien changé. Il y avait tellement d'eau perdue que tout le réseau a finalement été fermé. Ce n'est que récemment que les conduites ont été remises en état grâce à l'aide internationale.
Cela explique la fréquence des incidents qui ensanglantent la ville. Les habitants vivent dans la plus extrême précarité. Le manque d'eau ne fait que déclencher la colère populaire. Mais avec la colère grandit aussi la certitude qu'en réalité, Israël ne souhaite pas la paix. En tout cas, pas sous ce gouvernement. Où est l'eau qu'ils nous ont promise dans les accords d'Oslo? Ils ne nous en fournissent même pas la moitié. Qu'une famille pauvre doive payer un service des eaux 16 shekels, 4 euros, le mètre cube, c'est un scandale. Je ne suis pas militaire et je ne parlerai pas de guerre. Mais je peux vous dire une chose. La colère du peuple risque de déborder si les Israéliens n'acceptent pas bientôt un compromis. Et je peux vous dire aussi que si nous, les Palestiniens, nous n'avons pas d'eau, on se débrouillera pour que les colons israéliens n'en aient pas non plus. Que ferez-vous? Ça dépend comment les choses évolueront. Je vois venir le jour où le peuple montera sur les barricades, où ça va exploser. Et une fois que les gens sortiront en masse dans les rues, je ne vois pas comment on pourra les arrêter. La station balnéaire israélienne d'Eilat, au bord de la mer Rouge, une des dernières oasis où l'on peut profiter de la plage. Loin de la terreur et des larmes, semble-t-il. Depuis des années, les piscines des hôtels sont alimentées d'eau dessalée. À Eilat, 60% de l'eau potable est tirée de la mer. À elle seule, la station exploitée par ces deux hommes fournit 30 000 mètres cubes d'eau douce par jour. Les techniques de dessalement ont fait d'énormes progrès au cours de ces dernières années. Grâce à des filtres très efficaces, l'eau de mer devient potable dès le premier passage. L'ingénieur Nissim Nadaf ne craint pas de boire à même le tuyau. Le sel de mer, un précieux produit dérivé, est exporté dans le monde entier. Ces dernières années, on a connu une véritable révolution. Les techniques de filtrage ont été tellement améliorées que dans 5 ans, on pourra envisager un dessalement à grande échelle. Malheureusement, les institutions mettent toujours beaucoup de temps à s'adapter à ces nouveautés. Mais je suis confiant. Je pense qu'on pourra bientôt envoyer de l'eau salée dans nos régions désertiques. Est-ce que ça pourrait être une solution aussi pour les Palestiniens? Je ne crois pas qu'il y aura la guerre à cause de la répartition de l'eau. Parce que, grâce aux techniques de dessalement, l'eau va devenir une matière première bon marché. Ça coûterait beaucoup plus cher de faire la guerre que de fournir de l'eau de mer dessalée à ceux qui en ont besoin. Actuellement, Israël construit 3 stations de dessalement. Mais il n'est pas fait mention des Palestiniens. Faut-il y voir un avertissement? Dans la vallée de Jezréel se trouve le site biblique d'Armageddon, où se déroule dans l'Apocalypse l'ultime bataille. Les archéologues ont retrouvé ici les écuries du roi Salomon et aussi une énorme citerne. Mais ce réservoir d'eau, prévu au cas où la ville serait assiégée, n'a pas réussi à sauver la cité. Un jour peut-être, les faucons israéliens méditeront cette histoire. En aucun cas, il ne faut que se reproduise un jour Armageddon, l'ultime bataille de l'eau, quand bien même elle figure dans l'Apocalypse.